Alors, je suis donc physicien, pas historien des sciences comme Kenneth. Je me suis intéressé à l'histoire des conseils Solvay parce que c'est un mythe pour tout physicien. Dans le monde entier, tous les physiciens connaissent cette fameuse photo qui vous a été présentée. Ah oui, ça c'est le titre du petit bouquin excellent en vente à 9 € à l'entrée pour ceux qui s'intéresseraient. Alors, cette histoire commence évidemment, mais je serai bref là-dessus parce que beaucoup de choses ont déjà été dites dans la capsule, par l'évocation de la figure d'Ernest Solvay. Ernest Solvay, qui était un personnage hors du commun, c'est bien sûr un très grand industriel, c'est aussi un homme vraiment de son temps, vraiment du 19e siècle, dans le sens où il est absolument passionné par la science. Il est autodidacte, il n'a pas pu faire d'études universitaires à son grand regret, mais il se passionne pour la science et pour toutes les sciences, pas seulement la chimie, la physique, mais aussi la physiologie, la psychologie, la sociologie. Nous sommes ici dans l'Institut de sociologie de l'ULB, fondé par Ernest Solvay. C'est un homme pour qui la science représente une philosophie. C'est une image, une vision de la science qui n'est plus très moderne, hein. Nous sommes dans un postmodernisme par rapport à ça, mais c'est évidemment un moteur important dans ses motivations. Et les réflexions de type physico-philosophique de Solvay l'amènent à désirer rencontrer d'autres savants, des savants, avec lesquels partager ses idées. Et effectivement, comme vous l'a rencontré, il rencontre ce personnage, Walther Nernst, bien propre sur soi, qui va jouer un rôle important, y compris, comme ça a été évoqué dans la guerre 14-18 avec les armes chimiques. Mais enfin, cet aspect-là, on ne le met d'habitude pas trop en avant quand on parle de l'histoire de la science. Nernst est effectivement intéressé à rencontrer Solvay parce que c'est l'occasion d'avoir un soutien financier pour ses recherches et en particulier pour un aspect des recherches qui l'intéresse particulièrement. Mais avant ça, je voudrais revenir un tout petit peu sur le contexte. Je ne vais pas vous faire du tout un cours de physique, ce n'est pas possible, même j'aurais 3 heures, je n'y arriverai pas, donc je vais donner quelques points de repère sans essayer d'entrer dans les détails. Mais je crois que c'est important de comprendre à quel moment nous nous situons avec ce Conseil Solvay. En fait, le Conseil Solvay est le premier conseil, la première conférence véritablement internationale de physique théorique. Et il joue un rôle très particulier en raison de la période où l'on se trouve. On se trouve dans une période où un très grand savant, Lord Kelvin, vous connaissez tous le Kelvin, hein, le degré de température absolue, représente l'opinion générale en disant que la science forme aujourd'hui, pour l'essentiel, un ensemble parfaitement achevé et que tout ce qu'il y a à faire, c'est compléter les mesures de détail qui vont venir parachever cet édifice. Et effectivement, la science repose à la fin du 19e sur 3 piliers qui semblent absolument intangibles. D'abord, la mécanique de Galilée et de Newton, c'est vraiment la science de l'univers qui décrit toutes les bases de l'attraction universelle, du cosmos, etc. L'électromagnétisme, une science qui a pris sa forme au XIXe siècle, achevée dans les années 1865, l'électromagnétisme de Faraday et de Maxwell, qui ont unifié l'électricité, connue depuis longtemps sous forme d'électricité statique, mais c'est l'invention de la pile au début du XIXe siècle qui va permettre d'étudier les courants, et d'autre part le magnétisme, lui aussi connu depuis longtemps, mais on se rend compte qu'il y a des relations entre les deux. Quand un courant électrique passe à côté d'un aimant, d'une boussole par exemple, l'aimant est influencé par le courant électrique. Donc il y a quelque chose de commun dont on se dit on va essayer de les unifier, et Maxwell unifie les lois de l'électricité et du magnétisme. Mais ce qu'il fait va beaucoup plus loin dans la mesure où il prévoit l'existence d'ondes électromagnétiques qui sont les ondes radio, et où il comprend que la lumière est elle-même une onde d'électromagnétisme. Donc, cette unification
c'est celle de l'électricité, du magnétisme, mais aussi de l'optique et de la lumière. C'est évidemment une avancée tout à fait considérable, et cette quête de l'unification, c'est un concept dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons tous dans l'espoir d'avancer dans l'unification des forces de la nature, selon le modèle un peu de Faraday et de Maxwell. Il existe un troisième pilier qui est moins connu, mais qui est extrêmement important à l'époque, qui est la thermodynamique, c'est-à-dire la science des machines. C'est amusant, c'est la première science naturelle qui ne porte pas sur la nature, mais sur des objets fabriqués par l'homme. Comprendre pourquoi fonctionne la machine à vapeur, c'est évidemment essentiel dans le contexte de la révolution industrielle du XIXe siècle. Et cette compréhension de la machine à vapeur, je vous passe les détails, la thermodynamique, va trouver son explication au point de vue microscopique en lien avec la théorie atomiste. Vous voyez qu'on est à des distances considérables, évidemment, de la machine à vapeur à l'atome. Mais vous voyez bien qu'on a une effervescence où tous ces courants, ces grands domaines de la science se parlent entre eux. Et ça, ce sera, le modèle atomiste sera l'un des éléments qui vont nourrir les savants dont nous allons parler. Et donc, à l'époque de Kelvin, beaucoup pensent qu'avec ces trois piliers, la science est effectivement achevée. Bon, il y a bien deux petits nuages que relève Kelvin. Alors, l'un des nuages, c'est en rapport avec le fait que la lumière est une onde. Une onde, c'est quoi? C'est une oscillation. Pour qu'il y ait une oscillation, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui oscille, quelque chose bouge. C'est quelque chose qui bouge, qui transmet la lumière, qui oscille et ça donne la lumière, on l'appelle l'éther. Mais cet éther a des propriétés difficilement compréhensibles, à savoir notamment le fait qu'il est rigide, mais se laisse traverser par les planètes, par les corps cosmiques, comme s'il n'était pas là. Donc, paradoxe, difficulté, les expériences de Michelson et Morley mettent en avant cette contradiction. Ce petit nuage, c'est un problème. Vous savez, c'est toujours comme ça en science. On ne comprend pas encore, mais on comprendra plus tard. Il y a quelque chose qui nous échappe, mais ça viendra. Eh bien, ça va mener, non pas à se dire on comprendra plus tard et on trouvera ce qui ne colle pas, ça va conduire à une révolution, à une véritable révolution, qui est la révolution de la relativité d'Einstein, Poincaré, Lorentz, dont on va reparler, et puis la relativité générale. Donc c'est un petit nuage qui va évidemment avoir des conséquences complètement cataclysmiques. Et le deuxième petit nuage, c'est cette fameuse histoire absurde et difficile à comprendre de rayonnement du corps noir. Cette question-là étant, elle, au centre du Conseil de 1911, du premier Conseil Solvay, de cette première réunion privée, ce concile que Solvay rassemble à l'instigation de Nernst. Alors, le corps noir, cette problématique du corps noir est mise en avant en 1900, au tournant du siècle, par Max Planck, qui est un personnage tout à fait extraordinaire. C'est un Junker prussien, un officier rigide, etc. Donc c'est un homme extrêmement conservateur. Et c'est parce que, quelque part, il est très conservateur que ce qu'il va proposer va être tellement révolutionnaire. Parce que, comme il le dit lui-même, je n'ai pu adhérer à ma nouvelle approche que parce qu'il était impossible de faire autrement. Et c'est comme ça que fonctionne la science. Elle fonctionne par le fait que ce qu'on a est déjà tellement riche et déjà été tellement difficile à obtenir que quand on le remet en cause, on doit forcément aller vers les fondements. C'est une remise en cause fondamentale et révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il comprend? C'est la chose suivante, très brièvement. Je crois que c'est la seule formule, ne craignez rien. On essaie de comprendre à l'époque comment un corps qui était chauffé voit changer sa couleur. C'est intéressant, ça intéresse les industriels parce qu'ils aimeraient bien pouvoir mesurer d'après le rayonnement, d'après la couleur, la lumière émise, la température dans les fours sidérurgiques. Ça intéresse la société industrielle allemande. Or, toutes les théories, tout ce qu'on a, les fameux 3 piliers, indiquent que, en fait,
elles ne parviennent pas à décrire ce réchauffement progressif, cette évolution progressive de la couleur des corps chauffés. Et je passe les détails, mais Planck en arrive à mettre le doigt sur la chose suivante. Pour que les mesures collent avec les prédictions que la théorie qu'il essaie de construire vont donner, pour que ça colle, il faut que la lumière, qui est une onde, c'est une onde, elle a des interférences, c'est comme quelque chose de continu, s'il en est une onde, à la surface d'un étang, c'est continu ce qui se passe. Dans une salle de concert, l'onde, elle est continue, elle atteint toute la dimension de la salle. Eh bien, en fait, pour comprendre, pour réconcilier le rayonnement du corps noir avec les observations, il faut que la lumière soit émise par paquets, qu'elle soit émise de manière discontinue. Pour anticiper très fort et raconter en une phrase ce qui a pris 20 ans, la lumière est émise sous forme de photons. Donc, on se trouve avec un objet qui est une onde, ce que montrent toutes les expériences, mais aussi probablement sous forme de paquets, ce qu'on va appeler les quantas, et ce qu'on appelle aujourd'hui les photons. Et à très basse température, et c'est là qu'intervient un deuxième protagoniste important de cette histoire, c'est Albert Einstein, à très basse température, les atomes peuvent absorber ou émettre la chaleur également par paquets, par photons, et dont des comportements à basse température qui sont inattendus, inusuels. Et c'est ce à quoi la capsule faisait référence. C'est une des questions qui intéresse Walter Nernst. C'est pour ça que Walter Nernst s'intéresse à cette question des quantas. C'est à cause des travaux d'Einstein qui viennent compléter ceux de Planck sur le corps noir, et il va proposer effectivement cette question, cette problématique-là, au centre du premier concile qu'il suggère à Ernest Solvay. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, comme le dit Max Planck lui-même, il y a une poignée de physiciens qui s'intéressent à ces questions qui vont bouleverser fondamentalement toute la science à partir de là. Il cite Einstein, Lorentz, qui, comme Einstein et comme Poincaré, est l'un de ceux qui ont introduit la relativité restreinte. Ça n'a rien à voir ici, mais c'était un personnage de tout premier plan, Wien, Larmor, qui s'intéresse sérieusement à la chose. Et Planck dit à Nernst, écoutez, moi je ne pense pas qu'on va pouvoir réunir un conseil sur cette question-là, un concile sur cette question-là. Il passe la main, et il passe la main à celui qui sera le président, je ne crois pas qu'il y ait de pointeur, qui sera le président des conseils, c'est Lorentz. Lorentz qui est ici à côté du faux portrait de Solvay que vous avez vu tout à l'heure. Je pensais qu'on avait été les premiers, Wallenborn et moi, à remarquer que c'était un faux, cette histoire, mais manifestement maintenant c'est admis et c'est compris. Lorentz, qui est un personnage tout à fait emblématique, plus âgé que beaucoup des participants, qui a joué un rôle fondamental pour comprendre l'électromagnétisme de Maxwell, qui est une autorité morale, qui est un sage, et qui réunit effectivement cette pléiade de savants dont vous avez vu que plusieurs ont déjà un prix Nobel, mais surtout beaucoup en obtiendront. Cette pléiade de savants qui se réunit autour de Lorentz. Solvay, c'est très remarquable quand on lit le compte rendu dont je vais parler dans un instant des conseils Solvay. Solvay ne se met pas en avant. Il désirait partager ses idées. Il va distribuer une plaquette. Les autres vont trouver ça assez particulier, mais ils vont simplement remercier M. Solvay pour ses utiles contributions. Et puis, ils vont avancer dans leurs travaux à eux. Et ça va être une constante chez Ernest Solvay, c'est que, bien qu'il finance, il ne va pas tenter d'interférer, d'intervenir dans les débats des scientifiques. Et c'est une attitude qui se voit dès le premier conseil. Ici, vous retrouvez Poincaré, le plus grand mathématicien, le plus grand physicien de l'époque. Vous retrouvez Marie Curie, vous retrouvez Einstein, vous retrouvez Langevin. Je ne résiste pas à l'idée. Langevin, c'est un
un très grand physicien français. Marie Curie, comme vous savez sans doute, était veuve déjà à l'époque. Alors on a recherché dans les journaux belges savoir ce qu'il disait du fameux premier conseil Solvay que tout le monde connaît, hein, tellement célèbre. Eh bien, la seule chose qu'on en dit, c'est que M. Langevin et Mme Curie ont été vus ensemble dans un hôtel à Bruxelles, parce que la réunion se tient à l'hôtel Métropole, et ça avait défrayé la chronique. On racontait que Langevin et Marie Curie avaient eu une affaire ensemble. Voilà, ça c'est ce que la grande presse a retenu sur le moment de cet événement. Je vous parlais de Lorenz. Je trouve ça un peu émouvant de passer à travers ces photos. Vous voyez ce monsieur qui vieillit, hein, 1911, 1913, jusqu'en 27, le dernier conseil. Il va jouer un rôle essentiel dans la réussite des conseils. Il les préside. Il faut bien se rendre compte que le travail des scientifiques, d'abord c'est un travail en équipe, c'est un travail de communication. Un scientifique, ça n'a jamais été dans une tour d'ivoire. Toujours, depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, les scientifiques voyagent, échangent entre eux. Et donc, le fait d'échanger et la forme spécifique, spéciale de cette conférence de physique a un rôle très important qui est dévolu à son président parce qu'il va permettre à ces personnes qui ne parlent pas la même langue, beaucoup parlent allemand, anglais, quelques-uns parlent français, mais lui, qui est un parfait polyglotte, il va parvenir à traduire quand quelqu'un n'a pas bien compris, à réexpliquer d'une autre manière, etc. Donc, Lorenz joue un rôle important. Ce n'est pas par hasard non plus, d'ailleurs, nous sommes en 1911, qu'il a été choisi comme président en tant que Hollandais, parce que, outre ses qualités personnelles, Lorenz évitait de prendre un Français, un Allemand, un Anglais, les nations qui vont bientôt être en guerre. Alors, les conseils, je parlerai plus tard de leur aspect scientifique, mais ont certainement eu un grand succès aussi en réalité à cause de la qualité de l'accueil. Donc, ils se tiennent pour le premier conseil à l'hôtel Métropole. La pièce a malheureusement été détruite, alors je pense que parmi nous, il y a une collègue italienne qui est très fière d'avoir logé à l'hôtel Métropole, mais elle n'a pas reçu la chambre de Marie Curie, malheureusement. Mais ils sont aussi reçus au Palais Royal. Et pendant toute cette période, le roi, à l'époque, le roi Albert et la reine Elisabeth vont jouer un rôle également d'accueil et de mécénat. Et si vous pouvez lire, les menus étaient soignés. Et sans doute qu'un des éléments du succès des conseils n'a pas manqué d'être, alors je ne crois pas que beaucoup d'entre nous aient goûté le Chambertin 1894, mais c'était certainement de très grands vins qui étaient au conseil. Donc il y a aussi, et c'est aussi une des choses que je voudrais vous dire, dans ces réunions de scientifiques, autre chose qui se joue que simplement les échanges scientifiques. Les échanges scientifiques sont essentiels, les relations d'amitié, les relations de réseau, puisqu'après tout c'est la thématique de ce printemps des sciences, les dimensions de réseau, les relations humaines jouent un rôle important. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver une série de personnages tout au long également des conseils, avec Marie Curie, qui se trouve décidément, j'ai un problème avec ça, avec Marie Curie, toute jeune encore, ici, jusqu'à la vieille Marie Curie, rongée par le leucémie, le cancer de ces manipulations imprudentes de la radioactivité. Vous remarquerez dans les derniers conseils, elle se trouve assise quand même à côté de Langevin. Alors qu'au premier conseil, ils étaient quand même séparés par une bonne distance. Mais c'est émouvant, je trouve, de la voir vieillir comme ça autour des années. Non, ce qui a été le point essentiel qui assure encore la notoriété de ce conseil, c'est évidemment la qualité des échanges scientifiques. Alors, la façon dont c'est organisé était la suivante, c'est qu'on demandait à chacun des intervenants de rédiger un texte, 10, 15, 20 pages, qui est distribué à l'ensemble des participants, qui est présenté dans une session orale et puis qui est discuté. Et quand vous lisez, en tant que physicien, c'est une expérience, quand vous lisez les comptes rendus du premier conseil, la théorie du rayonnement et des quantas, les quantas de Planck, compte rendu rédigé par
le frère de Broglie, Maurice de Broglie, le frère du futur prix Nobel, et Langevin, outre que c'est extrêmement bien écrit, c'est absolument fascinant. Parce que vous voyez, dans ces discussions, 15 pages de rapport, 20 pages de discussion pour la communication d'Einstein. Pas de formule, zéro formule. Ce sont des discussions conceptuelles. Ce sont des gens, vous voyez l'intelligence en action, vous voyez comment ces gens-là réfléchissent. Ce sont tous de grands mathématiciens, mais ils n'agissent pas en faisant des calculs de maths. Ils réfléchissent en allant au fond des choses, au concept des choses. C'est ça l'intelligence. Et nous sommes à une période spécifique, justement, où il s'agit de débroussailler le terrain et où ce genre d'échange entre un petit nombre de personnes triées sur le volet a toute son importance et toute sa signification. Donc la qualité de ces comptes rendus, qui vont être traduits immédiatement en allemand d'ailleurs et diffusés, est essentielle parce qu'après le Conseil de 1911, la communauté scientifique, les physiciens du monde entier savent maintenant qu'il y a une question très importante qui est posée. Ils étaient 5 ou 6 avant le Conseil. Poincaré, par exemple, n'en savait rien. Il n'avait jamais entendu parler d'histoire des quantums. Et maintenant, c'est devenu une évidence pour tous les physiciens, pour toute la communauté scientifique, que cette question est fondamentale. La science, elle avance avec des individus, mais surtout parce que la communauté scientifique, le consensus des savants évolue dans ses opinions. Comme il a été dit, Solvay s'était illustré par la création notamment d'un institut de physiologie, qui est maintenant le lycée Émile Jacquemin, pour ceux qui le reconnaissent. Et c'est dans cet institut de physiologie que va se réunir le deuxième conseil en 1913. Le premier conseil a été un très grand succès, pour toutes les raisons que j'ai dites. Solvay va inviter les participants à un deuxième conseil qui se tiendra cette fois-ci non plus à l'Hôtel Métropole, mais à l'Institut de physiologie, où vous voyez encore les gamins, les petits jeunes là-bas, au deuxième plan. Ce petit jeune-là, c'est Einstein, que vous verrez vieillir progressivement. Et il y a cette fois-ci la présence d'Européens, mais aussi d'Américains. Et ce conseil-là porte sur la structure de la matière, la question de l'atome, du noyau atomique, etc. Le rôle des électrons dans l'atome. Ce sont les questions qui sont discutées en 1913. Et on se donne rendez-vous pour le conseil suivant. Et naturellement, le conseil suivant ne se tiendra pas à la date attendue parce que ça va être le déferlement de la barbarie en Europe. Ça va être ce massacre épouvantable qu'est la Première Guerre mondiale avec des millions et des millions de morts. Cette communauté de savants se divise. Vous avez un certain nombre de gens qui sont tués sur le champ de bataille ou dont les proches, Brillouin par exemple, son fils est tué sur le champ de bataille. Le nationalisme s'infiltre dans la communauté des savants et le conseil suivant qui ne se réunira qu'en 1921, si vous regardez de près les noms, eh bien vous retrouvez les neutres, Lorenz, vous le retrouvez, et vous retrouvez les Français, les Anglais, mais vous ne trouvez aucun Allemand. Aucun Allemand. Donc le nationalisme est effarant à ce moment-là, notamment de la part des Belges. La Belgique a beaucoup souffert de l'occupation allemande, évidemment. Ce nationalisme fait rejeter les Allemands. On a retrouvé dans les archives des choses tout à fait amusantes. Rutherford disant Einstein lui-même, alors parce qu'Einstein est suisse, mais il a passé la guerre à Berlin à travailler sur la relativité générale, prenant des positions pacifistes tout à fait opposées au manifeste de 93, qui avait été signé notamment par Planck, qui d'ailleurs le regrettera, et autres. Malgré ces positions pacifistes, Einstein n'a été admis que très difficilement parce qu'il est de nationalité indéfinie, suisse, je crois. Donc, il y a une rancune très très importante qui se passe au Conseil de 21, où Einstein, finalement invité, ne viendra pas parce qu'il doit retourner avec le chimiste Weizmann aux États-Unis pour récolter de l'argent pour créer un pôle académique à Jérusalem. Einstein, cette photo-ci illustre une rencontre entre Einstein et Langevin.
Ces gens qui se sont tenus, ils ne se connaissaient pas avant, ils se sont tenus au premier conseil, ils se sont retenus, refréquentés, et ils sont là à un meeting pacifiste. Langevin viendra à des meetings pacifistes en France, mais sera interdit par... oui, c'est ça, Langevin en Allemagne sera interdit de parole. Donc, dans la communauté des scientifiques, un certain nombre sont pacifistes et se retrouvent solidaires, d'autres, par contre, continuent à être exclus. Donc, en 21, Einstein n'est pas là. En 24, Einstein n'est pas là non plus. Et il n'est pas parce qu'il refuse de venir. Cette fois-là, on l'a invité en bonne et due forme. Il n'a pas d'excuse. Il dit « je refuse de venir » car les questions de politique ne doivent pas interférer dans les questions scientifiques. Et tant que les Allemands seront exclus parce qu'ils sont Allemands, je refuse de venir à Bruxelles, répond-il à Lorenz. Par contre, il est là en 27, il est là en 30, il ne sera pas là en 33, on en reparlera. En 27, premier conseil de chimie, on en reparlera tout à l'heure. En 24, le conseil ne se trouve pas Einstein. Solvay meurt. Solvay est mort lors du conseil de 24. Quand on arrive au conseil de 27, celui-ci, la fréquentation est différente. Comme on l'a dit dans la capsule, l'Allemagne est entrée maintenant à la Société des Nations, la forme de l'ONU. Des relations diplomatiques ont été renouées. Le roi Albert, qui a été consulté, a donné son accord pour qu'on invite des savants allemands. Or, ces savants allemands qui sont maintenant invités sont une série de gens tout à fait extraordinaires, ce sont ceux décidément qui sont là au deuxième plan, qui sont tous les innovateurs, tous les fondateurs de la théorie des quanta. Donc, le Conseil de 1911 montre qu'il y a une question compliquée qui est celle des quanta. La lumière, qui est une onde, est en même temps se comporte comme des corpuscules. Il y a quantification de la matière, mais on n'en a pas de théorie. On va tâtonner, et c'est fascinant de suivre ça. C'est expliqué dans un petit bouquin à 9 € dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les tâtonnements qui vont être ceux de ces savants pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut décrire mathématiquement cette contradiction, cette espèce de Dieu à deux têtes qui regarde dans deux directions opposées ont des corpuscules? Ça va cristalliser autour des années 23, 24, 25 et arriver à une forme solidifiée en 27. Et c'est le travail de qui? C'est le travail de toute une série de jeunes scientifiques allemands, Pauli, Heisenberg, Sommerfeld, enfin un peu plus Schrödinger, etc., dont le grand porte-parole, en quelque sorte, est Niels Bohr. Et vous voyez ici 3 d'entre eux en train de comploter. Niels Bohr, que vous connaissez parce qu'on parle toujours du modèle de Bohr de l'atome. Niels Bohr qui parvient à expliquer par les quanta pourquoi les électrons ne tombent pas sur le noyau tout en tournant autour du noyau, qui est en train de discuter ici avec Heisenberg et Pauli. Ce sont vraiment des gens très très jeunes, c'est la nouvelle génération qui ne portent pas les anciennes idées, les Heisenberg et les Pauli, qui ont d'ailleurs relativement peu de culture scientifique, mais dans une période tellement révolutionnaire que des esprits frais vont amener à de nouvelles réflexions. Et ce sont ceux-là qui vont être présents au Conseil de 27, à côté de gens de la vieille génération. Par exemple, le gamin ici, Einstein, est maintenant de l'ancienne génération. C'est la grande confrontation entre ces porteurs de la nouvelle théorie des quanta et les idées d'Einstein. Et comme vous savez, c'est l'époque où Einstein va se démarquer de la théorie de Bohr et de l'interprétation de la mécanique quantique de la nouvelle génération, parce que cette appréhension de la nouvelle génération, la théorie de Copenhague, implique qu'il y a au niveau atomique, microscopique, un indéterminisme irréconciliable
qu'il y a une présence inévitable du hasard, de l'indéterminisme, qui rompt avec toute notre compréhension traditionnelle de ce que sont les lois de la nature et de ce que c'est le déterminisme. Suite à ça, nous devons revoir notre conception du déterminisme quand on est au niveau quantique, qui est différente de celle que nous pouvons avoir au niveau macroscopique. Eh bien, cette mutation-là, Einstein ne l'accepte pas, et 27 sera le débat des titans entre Einstein et Bohr, le défenseur de la nouvelle approche, l'approche de Copenhague. Ça veut pas, donc Einstein, qui est le révolutionnaire par excellence, si vous voulez, se retrouve dans le camp des conservateurs, mais il a un rôle très très important parce que ces objections qui sont profondes vont amener les autres à clarifier leur concept. La science, ça se fait aussi dans la discussion, dans le partage. Vous devrez assister à une réunion entre scientifiques. On ne s'engueule pas parce qu'on est bien élevé, mais les discussions sont extrêmement vives. On ne laisse rien passer. Hein? C'est un tribunal qui se passe. Voilà ce genre de débats qui se poursuivent. Ici, c'est sur le chemin du Conseil, probablement, on ne sait pas exactement de quand datent ces photos, ce débat entre Bohr et Einstein sur les questions fondamentales d'interprétation des quanta. Et la question va rebondir lors du Conseil de 1930, où sera de nouveau présent Einstein. Alors là, il y a une scène assez cocasse, mais comme j'ai malheureusement pas mes lunettes, je ne suis pas sûr de pouvoir vous la lire, mais ils logent ensemble à l'hôtel Métropole. Les réunions se tiennent désormais à l'Institut de physique de l'ULB, mais les réunions ont lieu à l'hôtel Métropole. C'est là qu'ils logent. Et Einstein pense avoir trouvé, avec ce mécanisme, peu importe, je ne vais pas le décrire, une objection au principe d'indéterminisme de Niels Bohr. Il dit, voilà, c'est une expérience de pensée. Beaucoup de raisonnements d'Einstein sont des expériences de pensée. Imaginons qu'on puisse mettre un photon dans une boîte et qu'on pèse la boîte alors que le photon est encore dedans. Et puis on laisse le photon sortir. Le photon va sortir E égale mc carré, donc la boîte va peser un petit peu moins. Je sais à la fois combien il pesait quand il est sorti, donc il n'y a plus d'indéterminisme énergie-temps, comme le prédit la théorie de Bohr. Donc j'ai là une objection au problème. Alors Rosenfeld, qui sera prof à Liège, qui assiste à la scène, raconte la chose qui se passe. Toute la soirée, dit-il, Bohr est extrêmement malheureux. Il dit que si Einstein a raison, alors c'est la fin de la physique. Il raconte comment on voit les deux silhouettes dans les rues de Bruxelles. Bohr qui trottine à côté d'Einstein, majestueux, tout à fait satisfait d'avoir la réponse et d'avoir cette fois-ci détruit le principe d'indéterminisme de la théorie de Bohr. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, Bohr, qui n'a pas dormi de la nuit, vient avec la réponse qui démolit l'objection de Einstein au nom de la relativité générale. Donc ça, c'est un des grands moments de la mythologie de la physique, c'est cette conversation entre ces deux-là. Le conseil suivant sera préparé par un comité international que vous voyez ici, avec tous de grands savants, dont un russe, un soviétique, à l'époque stalinienne, mais un soviétique est présent. Une photo qui est prise avec ici le professeur Picard, que vous reconnaissez là-bas, prise par la reine Elisabeth. Einstein, pourtant, n'assistera pas au conseil de 1933, parce que sur le chemin de retour d'un voyage aux États-Unis, il apprend que sa maison a été dévastée, qu'il est persécuté par les nazis. Il s'arrête à Anvers. Il séjourne tout un temps au Coq-sur-Mer. Il y a des rapports extraordinaires des gendarmes, des ploucs qui étaient supposés le surveiller, qui se plaignent que M. Einstein est de nouveau sorti à 3 heures du matin en laissant tout ouvert derrière lui. Et comment vous voulez que nous, on assure sa sécurité dans ces conditions-là, hein? Il rencontre le roi Albert. Vous savez qu'Einstein jouait du violon avec la reine Elisabeth. Et Albert écrit à Einstein en signant le mari de la deuxième violoniste. Le conseil de 1933 porte pour la première fois sur la physique nucléaire. Il y a maintenant 3 femmes
grand événement, 3 femmes, Lise Meitner, Marie Curie et sa fille. Ça se déroule dans des locaux que nous connaissons bien ici à l'Institut de physique. Mais après le Conseil de 1933, qui marque une nouvelle époque, Langevin, qui est censé organiser, qui a pris la succession de Lorentz, organiser le Conseil de 1936, est évidemment complètement absorbé par les luttes sociales qui se développent à ce moment-là. C'est le Front populaire, c'est la lutte contre le fascisme, contre le nazisme, et il n'y aura plus de conseil jusqu'à la guerre. Le premier conseil après la guerre aura lieu en 1948, et comme on l'a dit tout à l'heure, les conseils vont continuer à se succéder. Quand j'étais gamin, jeune étudiant, on passait à côté de ces photos, et chacun des noms qui sont écrits là en dessous, c'est un théorème. Hein, c'est un théorème de physique théorique.